Bon matin à tous, bienvenue à cette formation sur la vie universelle. Mon nom est Youssef Lalou, directeur de compte dans la région de Montréal. J'espère que vous allez bien, vos proches aussi, dans ces circonstances assez particulières. Le déconfinement commence, il commence à faire beau, mais on va espérer que cette mauvaise passe est derrière nous et qu'on va pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la vie universelle de SSQ. Vous allez voir que ça va être quand même pas mal assez pratique comme présentation dans le sens où, oui, je vais parler un peu de la théorie de la vie universelle, mais je rentrerai pas nécessairement beaucoup là-dedans. Le plus important, c'est dans quel contexte est-ce qu'elle est un outil assez intéressant pour nos clients et surtout comment la vie universelle de SSQ se distingue par rapport à la concurrence de façon générale. Avant de débuter, donc, on va regarder un peu ce qu'on a au programme. Donc, pourquoi être un partenaire de SSQ? La majorité d'entre vous faites déjà affaire avec SSQ, vous connaissez la compagnie québécoise, une mutuelle. On va parler un petit peu brièvement de la fusion avec la capitale. Ensuite, on va faire un survol rapide de la vie universelle, les caractéristiques clés du produit de SSQ. On va parler, et c'est là où on va rentrer dans le côté pratique. Il y a plusieurs idées de vente qu'on va regarder ensemble, les outils qui vous sont offerts, finalement, un petit résumé de la rencontre, puis c'est quoi les prochaines étapes par l'entremise de la vie universelle. Donc, SSQ en passant, bon, comme vous savez, c'est une compagnie d'assurance qui est très, très engagée auprès de la communauté. Elle existe depuis 1944. L'une des choses la plus importante à nos yeux, c'est vraiment le fait que nos clients soient desservis, que ce soit nos clients ou nos conseillers soient desservis de la meilleure façon possible. On met énormément d'efforts là-dessus, puis on a un engagement assez important à ce niveau-là. Un petit rappel, justement, par rapport à l'engagement de SSQ auprès de la communauté de façon générale, par rapport à la COVID-19, puis tous les aspects qu'on peut ressentir au niveau d'angoisse, de stress, des fois même, ça peut aller jusqu'à des niveaux dépressifs par rapport à la nouvelle réalité. Ça peut être des fois des jeunes familles, des enfants qui sont à la maison, de gérer les enfants, le télétravail, etc. Donc, c'est un exemple, mais il peut y avoir plusieurs autres. Ça peut être des proches qui sont touchés directement ou indirectement par la maladie. Donc, SSQ, de façon exclusive, offre à tous les clients, peu importe le produit qu'ils ont, par l'entremise de la compagnie, un service d'aide psychologique. Et vous voyez présentement le numéro de téléphone qui s'affiche. Donc, SSQ, au cours des dernières années, a élargi de façon assez importante les bureaux à travers tout le Canada. Actuellement, la majorité de notre business se faisait au Québec. Au moment où on se parle, je vous dirais qu'un peu plus de la moitié se fait à l'extérieur du Québec et l'autre moitié au Québec. Donc, on est présent sur tous les volets, que ce soit au niveau collectif, individuel, investissement. L'assurance dommage, c'est plus centré au niveau du Québec. Mais grosso modo, on a eu une croissance qui est quand même assez importante. On a un nombre de clients qui continue à accroître. Nos chiffres d'affaires aussi ont grossi de façon assez intéressante. Si on voit du côté de l'assurance vie individuelle, je vous dirais que la croissance au cours des 5 à 10 dernières années était très importante, en partie grâce à la vie universelle. La vie universelle est un produit qui avait été mis un peu de côté au cours des dernières années, mais on voit une tendance où les clients reviennent là-dedans, les conseillers aussi, et on va en parler un peu plus tard. Brièvement, on avait annoncé au début de l'année la fusion un à un de SSQ avec la capitale. Le processus continue. Ça n'a pas été mis sur la glace, au contraire. On est toujours super engagé par rapport à cette fusion-là. On a eu quand même pas mal d'approbations. Il en reste une dernière au niveau de l'Assemblée générale. Donc, on attend que les assemblées généraux reprennent avant de pouvoir finaliser la fusion. Mais on a reçu toutes les autorisations légales par rapport à la fusion. Donc, je voulais rapidement vous donner une petite parenthèse à ce niveau-là. Donc, la vie universelle.
Au cours des dernières années, il y a eu quand même une tendance assez importante de virage de vente vers les produits permanents, plus précisément la vie entière participante. Parce que la vie universelle, entre autres, avait eu mauvaise presse. À l'époque, il y a peut-être 10, 15 ou même 20 ans, des ventes qui avaient été faites à l'époque où les taux d'intérêt étaient plus hauts, où on faisait des illustrations à du 15, du 16, des fois des 17% de rendement sur une vie universelle. Puis on faisait des projections avec des chiffres qui étaient extraordinaires, mais bien entendu, les rendements qui avaient été illustrés avaient été laissés de côté et les rendements n'ont pas été là, qui a fait en sorte que les illustrations ou les projections n'ont pas tenu la route. Il y avait aussi le fait, dans la majorité des cas, le produit était vendu en TRA, donc temporaire, renouvelable annuellement, et le coût du temporaire renouvelable annuellement sur les anciennes polices explosait à un moment donné, qui faisait en sorte que les polices n'avaient plus suffisamment de fonds pour pouvoir supporter à ce moment-là la continuité et le nivellement à long terme. Par contre, il y a un autre virage qui s'est produit au cours des 2, 3 dernières années. Un virage où le coût d'assurance des protections à long terme en général, plus précisément les vies entières, a augmenté, où les participations ont commencé à diminuer. Puis c'était tout à fait normal par rapport au fait que les taux d'intérêt, qui sont historiquement bas depuis plusieurs années, font en sorte que les polices participantes ne peuvent pas verser autant de dividendes ou de participations qu'elles le faisaient avant. On va comparer dans un instant justement c'est quoi une participante versus une VU, c'est quoi le point fort de l'une, c'est quoi le point fort de l'autre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est réellement dans un point tournant, je dirais que c'est cyclique. Puis le point tournant fait en sorte qu'on va se diriger vers un produit versus un autre dans un contexte économique assez particulier. Donc, si on va faire une comparaison rapide par rapport aux deux produits, rappelons-le, les deux sont des produits permanents. Les deux sont des produits qui donnent des projections qui ne sont pas complètement garanties, à moins qu'on choisisse du côté de la vie universelle, par exemple, un taux d'intérêt qui est garanti. Pour la vie participante, il va y avoir des valeurs de rachat qui sont garanties. Par contre, les participations elles-mêmes ne le sont pas. D'un autre côté, de la vie participante, quand on reçoit une participation, elle est acquise, elle nous appartient. Elle reste à l'intérieur du contrat, elle ne fluctuera pas de façon négative, ne diminuera pas à travers le temps. Donc, c'est un avantage. Par contre, du côté de la vie universelle, les valeurs sont fluctuantes par rapport au marché et au placement qu'on va choisir, à moins qu'on choisisse là encore un placement qui est garanti. Donc, c'est un peu une chose qui diversifie les deux. Quand on parle d'investissement, dans quoi on investit dans une participante, en fait, c'est qu'on délègue à ce moment-là à la compagnie d'assurance le choix dans lequel elle veut aller investir. Habituellement, les compagnies d'assurance, sur un produit permanent, vont investir sur des produits pas mal plus sûrs. Habituellement, on allait pas mal plus sur des obligations à long terme. On va aller sur des fonds ou des placements qui sont plus basés sur tout ce qui est immobilier. Donc, plus sur des valeurs sûres à moyen long terme. La seule problématique, c'est qu'au cours des dernières années, comme j'ai dit un peu plus tôt, les taux d'intérêt sur des obligations à long terme est tellement bas que la rentabilité pour pouvoir venir supporter des participations à long terme est un peu plus délicate. Puis la majorité, je vous dirais, des réassureurs ont revu et ont donné des énoncés aux principaux assureurs qui vendent des polices participantes par rapport justement aux avenirs des années prochaines de comment aller consolider des participations en générant moins de revenus qui viennent des obligations. Autre chose aussi, si on voit le contexte des fonds qui sont basés sur l'immobilier, les fonds immobiliers peuvent être extrêmement fluctuants dans certaines situations. On le voit présentement au niveau de la COVID. Quand on prend un fonds immobilier, mettons un fonds qui gère justement des immeubles à bureaux. Avec la situation du COVID, ce qui s'est passé, le télétravail est venu diminuer de façon extrêmement importante la demande de bureaux pour venir avoir des installations, qui fait en sorte que ces fonds-là, dans la majorité, dans le contexte actuel, se sont plus ou moins effondrés. Donc,
C'est c'est un peu historique ce qu'on vit présentement avec la COVID. On ne s'attendait vraiment pas à ce genre de crise, mais la réalité étant que les compagnies, dans la majorité qui ont offert du télétravail, commencent à voir que le rendu ou le rendement de leurs employés est quand même assez intéressant, même en télétravail. Il y en a plusieurs qui envisagent même, au-delà de la COVID, de pouvoir augmenter le nombre d'employés en télétravail ou le nombre d'heures d'employés en télétravail. Donc, si on continue en fonds d'investissement en vie universelle, ben là, vous avez une grosse panoplie de fonds qui sont diversifiés de toutes sortes que vous allez pouvoir choisir dépendamment du besoin et du profil de votre client. Maintenant, au niveau des primes, quand vous choisissez une vie entière participante, vous avez une prime qui va avec un capital. Donc ça, vous avez la prime de base. Vous avez la possibilité, dans certains cas, d'investir un peu plus jusqu'à un certain maximum. Par contre, la prime de base, vous n'avez pas le choix. Le client se doit de la payer, peu importe sa situation. Dans la vie universelle, la prime est variable. On va pouvoir la changer dépendamment de la situation du client. Donc là, le client est un entrepreneur, mettons, il investit pour 10 000 de prime. Dans la situation actuelle, mettons que lui, il a une compagnie justement qui était dans la construction. On va prendre cet exemple-là où un peu plus d'un mois et demi, il n'était pas en opération. Il a une perte de revenus, perte de contrat, tout ce que vous voulez. Il n'a pas la possibilité de payer sa prime. La prime de la participante offre moins de flexibilité que la vie universelle. Maintenant, au niveau des arrêts de paiement, justement, oui, c'est possible dans les deux contextes. Par contre, dans la vie entière participante, c'est sûr qu'on peut aller faire une avance, ce qu'on appelle une avance sur police. Donc, on a un prêt sur les valeurs de rachat si elles sont disponibles. Par contre, diminuer le capital, diminuer la prime, c'est pas mal plus complexe. Si on diminue la prime, on va sans doute venir diminuer le capital. Au niveau de la vie universelle, on va pouvoir aller utiliser le fonds d'investissement pour le paiement de la prime sans toucher le capital. Maintenant, au niveau de la prime, quand le client veut payer en prime mensuelle, pour la majorité des vies entières participantes, il y a un facteur modal qui fait que ça coûte un peu plus cher que de payer de façon annuelle. Versus la vie universelle où on prend la prime annuelle, puis on la divise tout simplement par 12. Maintenant, en termes de rachat, dans la participante, il y a deux façons de faire. On peut racheter les valeurs de rachat qui sont dans le contrat, ou dans certaines options, on peut demander que chaque année, on nous verse les participations ou les dividendes qui sont distribués par la compagnie. Dans ce cas-ci, la dividende ou la participation est considérée comme un revenu complet. C'est très, très important de faire la différence à ce moment-là. C'est un revenu complet qui s'ajoute au revenu du client, donc il va être imposé sur la totalité du montant. Par contre, dans la vie universelle, on ne parle pas de participation, donc c'est un fonds qui fructifie à l'abri de l'impôt. Et au moment du rachat, c'est la valeur de rachat qu'on rachète à ce moment-là. Donc, le client sera à ce moment-là imposé sur la valeur de rachat moins le coût de base rajusté. Donc, en résumé, si je veux comparer les deux, en termes de flexibilité, la participante, si on veut avoir de la flexibilité, on sait que le client est parfois dans une situation, dans un contexte en dents de scie, je ne pense pas que c'est le meilleur produit. Ça va être plus pour un produit qui est un client qui a une solidité financière assez importante et qu'on sait où est-ce qu'il s'en va, puis nécessairement, il ne va pas y avoir des situations qui vont faire en sorte qu'il va vouloir diminuer ses primes, réajuster son capital, réajuster ses primes même à la hausse dans certains cas. Au niveau de la vie universelle, pour des clients sur lesquels on ne sait pas, on ne peut pas présager du futur et comment est-ce que la situation financière peut évaluer à travers le temps, c'est pas mal plus flexible et ça va pouvoir répondre à ce moment-là à ces réalités qui peuvent être changées. Ce que je veux dire aussi par rapport aux deux tableaux qu'on vient de voir, je ne dis pas que la participante est mauvaise. Je ne dis pas que la vie universelle est meilleure. Chacun des deux produits a sa place dans le marché. Chacun des deux produits répond à des besoins qui sont particuliers. Et ce que je vous invite à faire en tant que conseiller et en tant que courtier plus précisément, c'est de regarder les deux approches et regarder laquelle des deux approches répond de façon parfaite
et correcte aux besoins de vos clients. Donc, je l'ai dit, la VU ne va pas convenir à toutes les situations. Je ne vais pas venir chez monsieur, madame, tout le monde, lui mettre une VU TRA à prime minimum avec un placement à 10%. Pas plus que la vie entière participante ou le coût nivelé en vie universelle. Donc, chaque client a un besoin qui est particulier. On peut s'en servir pour un remplacement de revenus. Donc, à la place d'une temporaire, on va le regarder un peu plus tard. On peut s'en servir pour une sorte d'épargne en vue de la retraite en capitalisant dans la police. Mais la majorité du temps, on va parler surtout de planification successorale et transfert d'actifs avec une capitalisation puis une efficacité fiscale assez intéressante. Donc, ça pourrait être en fait pour les clients qui veulent jumeler en même temps de l'assurance vie puis du placement à l'abri de l'impôt. Donc, là, pour ceux qui sont moins à l'aise avec une vie universelle, la vie universelle, c'est de l'assurance vie avec du placement à l'intérieur. Et en passant, quand on regarde les deux produits, vie universelle ou participante, c'est que, à la base, fiscalement parlant, la structure en arrière est exactement la même. La seule chose, c'est que la participante va octroyer à la compagnie d'assurance la gestion complète de tout l'argent que tu investis. Et c'est la compagnie d'assurance qui va y investir de la manière qu'elle pense être la plus judicieuse. Donc, on investit dans un seul. La vie universelle, c'est dans le cas où vous voulez prendre en charge tout le contexte au niveau de la gestion de la police, le choix des fonds à l'intérieur, comment est-ce que vous voulez qu'elle bouge à travers le temps. Mais la structure fiscale en arrière est exactement la même. Donc, souvent aussi, c'est un produit qu'on va utiliser quand on a maximisé nos REER, nos CELI, quand on parle plus au niveau du placement. Et ce qu'on veut, c'est vraiment profiter des caractéristiques, des avantages complémentaires au niveau du vivant. Ce que ça résume un peu ce que je viens de dire, c'est que finalement, la vie universelle, c'est le produit qui va être le plus modelable possible. Et qui dit le plus modelable possible, on va dire le plus flexible possible qu'il puisse y avoir sur le marché. Peu importe où est-ce qu'on se retrouve, on va pouvoir l'ajuster à fur et à mesure pour répondre à ce moment-là aux besoins de nos clients. Donc, rapidement, comment ça fonctionne une vie universelle? On fait un dépôt dans la police, moins les taxes. Il y a une petite erreur ici, on dit moins impôt, mais c'est vraiment moins les taxes. Mettons, on a un dépôt de 1 000 $, on enlève la taxe de 3,46. La différence va être investie dans le fonds. Et à partir du fonds, de façon mensuelle ou annuelle, dépendamment de la structure, comment elle est faite, on va aller chercher les coûts d'assurance, les frais sur les placements, si on choisit des placements qui engendrent des frais. Et s'il y a des retraits, etc., on va aller les retirer à ce moment-là à partir du fonds. Une question qui me revient souvent, Youssef, il y a une taxe sur de l'assurance, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que le client paye cette taxe-là? En passant, cette taxe-là est calculée sur n'importe lequel des produits que vous vendez à vos clients. Que ce soit une temporaire, une vie entière participante, une vie entière garantie, la taxe est due au gouvernement. La seule chose, c'est que la vie universelle, étant donné qu'on a un placement, donc on doit savoir sur chaque dollar qui est investi par le client, combien doit s'en aller dans le placement. On est tenu d'être très transparent et divulguer chacun des frais qui est à l'intérieur du contrat. Donc, c'est pour ça qu'on se doit de montrer quel est le montant de la taxe. Au niveau des coûts d'assurance, dans une vie universelle, on a deux choix, le TRA ou le temporaire renouvelable annuellement. Donc, c'est un coût d'assurance qui augmente chaque année. Donc, plus on vieillit, plus ça coûte cher par rapport à un risque quelconque. On a le coût uniforme, donc un coût assurance T100 où on dit, OK, on veut niveler notre coût jusqu'à l'âge de 100 ans. Ensuite, au niveau du capital d'assurance vie, on a deux options. Une option de ce qu'on appelle un capital qui est croissant, ce qui veut dire que, mettons, on prend une assurance vie de 200 000 $, tout le côté d'épargne qui s'accumule va être versé en plus de mon 200 000. Donc, mettons, je décède 30 ans plus tard, j'ai mon assurance de départ qui était de 200 000, mon placement vaut 50 000, à mon décès, ma succession va recevoir 250 000 $. L'autre option, c'est un capital d'assurance vie nivelé.
Celui-ci va être utilisé plus dans un contexte où on veut vraiment un montant d'assurance qui est quasiment fixe et qu'on veut payer le moins cher possible. Comment ça fonctionne? C'est plus le montant de l'épargne augmente, plus je viens diminuer ma responsabilité d'assurance pour pouvoir payer moins de coûts d'assurance dessus. Donc, mettons, on a notre capital de 200 000. Après 20 ans, mon placement est de 50 000. À ce moment-là, ma responsabilité est juste de 150 000 en termes d'assurance. Donc, si je décède, ma succession reçoit 200 000, 150 000 d'assurance et 50 000 de placement. Vous comprendrez qu'entre les deux cas, entre 200 000 et 150 000, le coût d'assurance pour le 150 000 est bien entendu plus bas. Et c'est ce qu'on veut dans la majorité du cas quand on choisit un capital qui est nivelé. Donc, les caractéristiques clés au niveau du produit de SSQ. En fait, SSQ, le produit a été remodelé il y a à peu près 4 ans. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de rendre la VU la plus simple possible, bien entendu, tout en gardant sa flexibilité, puis tout en restant très, très concurrentiel. Et si on voit en termes de flexibilité, on a la possibilité soit de vendre en individuel, en conjoint premier décès ou en conjoint dernier décès. On a le choix entre une TRA ou une T100. La TRA, on peut y adhérer jusqu'à l'âge de 85 ans. Vous verrez, généralement, sur les produits permanents, les clients sont assez limités habituellement jusqu'à 80, mais la VU TRA, on peut y aller jusqu'à 80. La T100, par contre, on y va jusqu'à l'âge de 80. Pour le TRA, on a la possibilité d'aller chercher soit un capital croissant ou un capital nivelé. Du côté de la T100, c'est uniquement un capital croissant qu'on a comme option. La façon avec laquelle le TRA fonctionne sur notre nouvelle vie universelle, c'est que le coût d'assurance va augmenter jusqu'à l'âge de 90 ans, puis par la suite, il restera nivelé jusqu'à l'âge de 100 ans. En passant, très souvent, quand on parle de vie universelle, TRA, la plus grande peur que les conseillers ont, justement un peu pour ce que j'ai dit un peu plus tôt au début de la présentation, c'est les anciennes histoires d'horreur où j'arrive à l'âge de 70, 75, le coût d'assurance explose et à ce moment-là, je n'ai plus les moyens de payer. Le client se retrouve dans une situation précaire où il n'est plus assurable, puis il n'a plus les moyens de payer la totalité de la prime du plein capital. La nouvelle vie universelle a été refaite chez nous de façon à ce que les coûts TRA, puis on va le voir un peu plus tard, quand on arrive à des âges qui sont plus hauts, n'explosent pas. Et c'est ce qui fait sa différence. C'est ce qui a fait que les ventes de vie universelle chez SSQ ont augmenté de façon considérable. C'est devenu le produit en termes de volume de vente le plus vendu chez SSQ au moment où on se parle. Donc, et là, je prends un exemple vraiment très simple. Un homme de 45 ans, justement, qui a besoin de 250 000. Le graphique qu'on voit ensemble ici, c'est le coût d'assurance. Okay? Comment est-ce que le coût d'assurance du TRA va bouger à travers le temps par rapport à ce client-là qui est assuré pour 250 000? Comme on peut voir, ici en bas, complètement, la ligne en vert foncé, c'est le coût d'assurance de SSQ. Les 4 autres compagnies, ce sont les 4 principales compagnies qui offrent des vies universelles sur le marché. Donc, ce que ça montre, c'est que si on voit déjà, oublions celle-ci qui explose, on le voit concrètement, ça c'est basé sur l'ancien modèle qui a explosé. Ce que ça veut dire, ce que ça implique, c'est qu'à un âge avancé, le client va avoir un coût d'assurance qui va être tellement gros que s'il ne met pas suffisamment d'argent au niveau de l'épargne dans sa police ne tiendra pas. Ici, la majorité des compagnies sont plus ou moins proches, mais quand on compare, il y a quand même une différence quasiment du double si on voit rapidement. Donc, et si on revient ici, si on analyse un peu plus, rappelez-vous, pour chaque dollar investi, ce qu'on veut dans une vie universelle, c'est qu'il y ait le moins qui s'en va en coût d'assurance et le plus qui s'en va en épargne. Ce qui fait en sorte que plus on capitalise plus au départ, plus l'épargne va être plus intéressante à long terme. Donc, comme vous pouvez regarder, jusqu'à la 20e année ou la 21e année, SSQ a un coût d'assurance qui est nettement inférieur à la majorité des assureurs. On parle de milliers de dollars de différence.
qui fait en sorte que tous ces centaines ou ces milliers de dollars-là, pendant toutes ces années-là, ne sont pas allés en coûts d'assurance, ils sont allés en épargne. Et on le sait très bien en stratégie d'épargne en général, plus on investit plus on investit tôt, plus c'est à long terme. Et c'est ce qui fait que la vie universelle de SSQ ressort de façon assez intéressante par rapport à ce qu'on voit ailleurs sur le marché. Et là, comme j'ai dit, j'ai comparé par rapport aux autres vies universelles. Par la suite, on va faire un exemple où on va se comparer avec une vie entière participante. Donc, au niveau du capital d'assurance vie, maintenant, on peut aller avec un capital minimum de 25 000. Sur le logiciel, on peut aller jusqu'à 10 millions, mais on peut faire des illustrations spéciales jusqu'à 20 millions d'assurance. Ensuite, pour les frais de rachat sur les placements. Au niveau de la T100, c'est quand même assez particulier. Il y a juste une couple d'assureurs qui offrent cette option-là. Tu mets du placement dans ta vie universelle, tu as une T100, tu n'as aucun frais de sortie dès la première année. Donc, le client investit un peu plus que la prime du T100. Il a un pépin quelconque, il a besoin de récupérer une partie du placement. Il n'y a pas de frais dès l'année 1. Au niveau de la TRA, ben, chez nous, c'est 7 ans. Il y a des compagnies qui c'est du 7 aussi, il y en a qui c'est du 9, il y en a qui sont encore sur du 10 ans de frais de rachat si jamais le client veut aller racheter une partie de son placement. On a la possibilité de réduire, excusez-moi, le capital d'assurance vie de la VUT 100 en tout temps dès le départ, sans aucun problème, sans frais. Par contre, sur la VUTRA, parce que bon, c'est un produit qui est commissionné en conséquence, et pour éviter certaines situations particulières au niveau de la réduction de capitaux, donc on vend la plus grosse prime la première année avec une commission qui va en conséquence, puis dès la deuxième année, on diminue le capital. Donc, c'est une stratégie qui est très perdante pour les compagnies d'assurance. C'est pour ça qu'il y a une certaine condition de diminution de capital au cours des 5 premières années. La vie universelle vient avec des garanties qui sont incluses. Ce n'est pas des avenants sur lesquels les clients payent, c'est inclus d'office. La première, c'est le privilège en cas d'invalidité. Ensuite, la prestation d'invalidité extrême, la garantie d'assurabilité pour les enfants, puis la maladie grave. On va les regarder en détail. Le privilège d'invalidité, c'est extrêmement pertinent, surtout quand on parle dans un contexte où nos clients, par exemple, c'est un entrepreneur. Vous lui avez proposé une vie universelle avec son placement. Il a une assurance salaire, mais c'est un entrepreneur qui nécessairement n'a pas la possibilité de maximiser son assurance salaire. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le privilège en cas d'invalidité? C'est qu'après une invalidité de 30 jours, il a accès à ses valeurs de rachat et ce, avec zéro impôt. C'est non imposable. On ne va pas aller utiliser le coût de base rajusté, puis la différence va venir l'imposer. Non, c'est non imposable. La prestation d'invalidité extrême, donc, c'est quelque chose qui se retrouve dans tous nos produits d'assurance vie chez SSQ qui ont fait sa popularité. Le nom le dit, c'est extrême. C'est d'être incapable d'accomplir 4 des 6 tâches habituelles de la vie de façon permanente. C'est extrême. Par contre, les clients qui ont réclamé pour cette prestation-là, ça a changé pas mal leur philosophie puis leur situation financière dans la situation dans laquelle ils se retrouvent. Donc, les 4 des 6 dont j'ai parlé un peu plus tôt, donc c'est se laver, se vêtir, se servir des toilettes, être continent, se mouvoir, puis se nourrir. Une autre particularité de la vie universelle chez SSQ, c'est la vie universelle pour les enfants. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on a englobé la majorité des besoins essentiels qu'un enfant peut avoir quand il est encore sous la responsabilité de ses parents. Je m'explique. Moi, j'ai un enfant de 5 ans, mettons, ça, on le souhaite absolument à personne. Puis, c'est la dernière chose dont on veut parler avec un de nos clients, mais il faut qu'il soit conscientisé de la réalité. Mettons qu'un de mes enfants tombe gravement malade, hein, supposons à une leucémie. Mais il se rétablit très, très bien, tout va bien, etc. La vie universelle vient d'office avec une couverture en cas de maladie grave qui représente 25%
du capital d'assurance vie qu'on choisit pour l'enfant. Ça couvre 9 maladies infantiles, dont les plus principales. Donc, on va parler du cancer, de leucémie, il va y avoir de l'autisme, de la dystrophie musculaire, de la fibrose kystique, etc., etc. Mais ce que ça fait, c'est que dans cette période qui est difficile, les clients vont avoir la possibilité d'être présents, même les deux, au chevet de leurs enfants. Et le fait qu'il ait eu une maladie grave fait en sorte probablement que l'enfant, plus tard, quand il sera adulte, ne sera pas nécessairement assurable sur un taux standard régulier. Donc, la police de vie universelle chez SSQ pour enfants vient d'office, et ce n'est pas avec des frais supplémentaires, mais vient d'office avec une garantie d'assurabilité qui lui permet à 5 âges différents ou à des occasions de vie d'augmenter jusqu'à 5 fois 50 000 $ d'assurance vie pour un maximum de 250 000. Donc, c'est quand même une bonne base pour un enfant qui démarre au niveau professionnel et qui démarre une famille, etc. C'est tout de même une bonne base, sachant que peut-être qu'il est plus assurable à cause de la situation qu'il a vécue dans son enfance. On peut rajouter des avenants ou des garanties supplémentaires dans le contrat. Ça peut être l'assurance vie Tempo Plus T10 jusqu'à T40, l'assurance vie maladie grave avec remboursement des primes, l'avenant de 20 000 en cas de maladie grave qui couvre les 3 principales maladies et sur lequel il n'y a aucune sélection médicale maladie grave. Donc, si le client est standard en vie, il sera automatiquement accepté. L'avenant Jeunesse Plus, donc ça, c'est une protection qui couvre tous les enfants vivant ou à naître sur un même capital qui sera égal pour chacun des enfants. Donc, c'est un peu différent de la vie universelle pour enfants. On peut rajouter l'exonération des primes en cas d'invalidité, l'assurance décès ou mutilation accidentelle, finalement, le bénéfice en cas de fracture. Donc, au niveau des temporaires, comme j'ai dit un peu plus tôt, qu'on peut rajouter, donc les différents termes sont là donc pour pouvoir venir s'ajuster par rapport aux besoins réels et en faire à ce moment-là une police qui est pas mal plus flexible. Et on peut englober pas mal plus les besoins de nos clients en intégrant la maladie grave avec les différentes possibilités qu'on a chez SSQ ou tout simplement avec l'avenant de 20 000. Au niveau des investissements maintenant, premièrement, notre vie universelle, peu importe ce que le client met comme investissement, même si c'est une prime minimum, on garantit à partir de la 6e année qu'on donne un boni de 1%, peu importe ce qu'il investit. Par la suite, on a la possibilité d'aller avec des taux garantis. Très souvent, sur le long terme, on veut illustrer sur du garanti, on utilise le CIG 10 ans et contractuellement, on garantit que minimalement, on va verser 1% au client au niveau de la VU. S'il fait plus, on va lui donner plus, mais le minimum est de 1%. Ensuite, si on veut y aller au niveau placement, là où vous avez l'embarras du choix, que ce soit par des fonds de fonds, que ce soit par des fonds d'obligations, que ce soit des fonds d'action, que ce soit des fonds d'infrastructure. La panoplie est assez grande pour pouvoir répondre parfaitement au profil d'investisseur de vos clients et pouvoir aussi modeler à travers le temps. Une petite parenthèse, c'est sûr que là, bon, voilà, la question qui se pose, regardez, le marché a baissé, ça a dû toucher les valeurs des contrats de vie universelle en cours. La réponse est oui, mais la réponse est oui aussi pour tous les autres investissements que vous faites pour vos clients, que ce soit à court terme ou à long terme. C'est une vision à long terme qu'on cherche. Et la vie universelle, si j'ai aujourd'hui un client de 70 ans qui m'approche pour une protection, je n'irai jamais nécessairement avec un placement à long terme. Je vais aller avec du garanti. Un client qui est dans la trentaine et qui veut un investissement à long terme, je ne le mettrai pas au niveau de ses placements dans un CPG 10 ans. C'est sûr, oui, le marché fluctue. Puis je pourrais même dire qu'aujourd'hui, c'est un marché idéal pour ceux qui veulent aller acheter parce que le marché va reprendre éventuellement dans le temps et j'ai une vision à long terme. Rapidement aussi, tous les fonds de SSQ de la vie universelle se retrouvent dans les différentes plateformes comme Morningstar, etc. Si vous voulez aller faire des analyses d'attribution, vous voulez sortir des rapports historiques, puis nous, ça nous fera plaisir aussi, l'équipe des ventes, les différents directeurs et associés, de vous aider à ce niveau-là. Si vous avez un dossier, puis vous voulez sortir une répartition
et savoir exactement ce que le portefeuille fait, comment est-ce qu'il est réparti géographiquement, etc., ça nous fera plaisir de vous aider là. Commission maintenant. Première année pour le TRA, 65% jusqu'à ce qu'on appelle, et en général dans le jargon de la vie universelle, la prime cible. La prime cible, en fait, c'est une prime actuarielle que les compagnies d'assurance vont choisir et chacune a un calcul actuariel qui va être différent, qui va être basé sur plusieurs éléments. Premièrement, sur la rentabilité du contrat et sur le nivellement du contrat à long terme. Donc, dans le cas de SSQ, habituellement, la prime cible se situe à peu près à 3 fois la prime minimum. Et si on parle de la vie universelle T100, la commission de première année de 55%. Puis, au-delà de la prime cible, ce qu'on commissionne, c'est 5%, mais qui est bonifiable. Donc, si on compare rapidement avec un placement en général, un placement est payé ou commissionné à 5% à l'agence, mais il n'y a pas de bonification qui vient dessus. Alors que là, le 5% aussi est bonifiable selon votre taux de bonification sur votre contrat d'assurance. Ensuite, de la 2e à la 10e année, on paye 5% par la suite. Et finalement, après ça, on va payer sur la valeur du fonds, un peu comme un placement général. Je vous dirais que quand on se compare généralement par rapport à des contrats de vie entière participante à long terme, la vie universelle est l'un des contrats qui paye le plus longtemps possible. Quand on compare prime pour prime à long terme, la vie universelle, souvent, va payer plus, pas mal à long terme. Donc, les éléments pour aller vérifier quand est-ce qu'on utilise le TRA, souvent les éléments de flexibilité est le principal à aller envisager. Combien est-ce qu'on veut investir? C'est quoi les formes d'investissement qu'on veut aller chercher par rapport à la tolérance au risque du client? Est-ce qu'on veut à un moment donné passer du TRA au T100? C'est possible. Est-ce qu'on veut réduire la protection d'assurance? On veut aller retirer, emprunter sur les valeurs ou aller même faire un prêt collatéral? Ce sont justement ces éléments-là qui en font quand même un produit qui répond aujourd'hui à un besoin spécifique et qui peut faire en sorte que ce besoin-là va pouvoir évoluer à travers le temps. Donc, c'était une slide qu'on a vue un peu plus tôt. Le mot d'ordre de la VU TRA, c'est la flexibilité. C'est un produit extrêmement modelable et qui peut s'apparenter à pas mal de besoins. On peut changer de TRA uniforme, donc à T100 jusqu'à l'âge de 80. On peut changer le type de capital d'essai, par exemple. On peut passer du croissant au nivelé. Il faut faire attention à certains points à ce niveau-là. On se fera un plaisir dans des cas particuliers de vous dire, que ce soit les directeurs ou les associés de compte, si c'est une bonne chose ou pas de le faire. C'est du cas par cas, dossier par dossier. On peut faire des retraits et une avance. La différence entre un retrait et une avance, le retrait, c'est qu'on prend des fonds de votre contrat, on les retire et donc on diminue de ce montant-là les valeurs de votre contrat. L'avance en espèces, c'est que la compagnie d'assurance fait un prêt. On ne touche pas les valeurs continuent à fructifier à l'intérieur du contrat, mais la compagnie vous donne un prêt par rapport à ces valeurs-là. Très important parce que des fois, on a des notions que certains conseillers oublient. Les deux sont considérés comme étant une disposition par rapport aux règles fiscales canadiennes. Donc, j'ai une avance de 100 000, mon coût de base rajusté est de 50 000, même si c'est un prêt, je suis imposé sur la différence entre l'avance et mon coût de base rajusté. Donc, je serai imposé de 50 000. On a la possibilité de faire autant de transferts qu'on veut entre les comptes d'investissement. Et on sait très bien que les besoins du client changent là-dedans, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On peut diminuer le montant d'assurance vie, mais on avait vu pour le TRA, il y a certaines conditions les 5 premières années. On peut changer le fumeur à non-fumeur. Petite parenthèse là-dessus, chez SSQ, tous nos produits, maladie grave, assurance vie. Le client, quand il change de statut fumeur à non-fumeur et qu'il est accepté, on applique à ce moment-là le coût d'assurance ou la prime à l'âge d'adhésion du coût non-fumeur. Parfait, on passe maintenant aux idées de vente. C'est là où les choses se passent. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Je pense que ça devrait être suffisant. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, ça nous fera plaisir de y répondre.
Donc, le premier exemple, c'était justement de vous montrer la vie universelle des enfants, comment ça fonctionne. Et dans ce cas-ci, j'ai une fillette de 5 ans et j'ai mis 100 000 d'assurance. Je sais que des fois, on y va avec des capitaux plus bas, 25, 50 000. Mais vous ferez l'exercice entre 50 000 et 100 000 dans la vie universelle, il y a une différence de 1,50 ou de 2 dollars par mois. Donc, ça vaut vraiment pas la peine d'aller sur un capital qui est plus bas. Et dans ce cas-ci, on est vraiment dans un contexte où les parents veulent avoir un besoin global qui est couvert. Donc, on veut de la vie, on veut de la maladie grave. Et on a un budget qui est vraiment très restreint. On veut vraiment payer le moins cher possible. On a plusieurs enfants, mais on veut bien les protéger. Donc, dans ce cas-ci, ce que j'ai choisi, c'est une vie universelle. Oui, c'est une TRA pour une fille de 5 ans, un capital de 100 000. Ça vient avec notre prestation d'invalidité extrême de 50 000. Ça vient avec la garantie d'assurabilité qu'elle va pouvoir exercer 5 fois dans le futur pour aller chercher 250 000 de plus sans preuve médicale et 25 000 de maladies graves. Le tout pour une prime de 12,67. Alors vous allez dire, mais attends, Youssef, 12,67 TRA, ça ne tiendra pas le coup longtemps. En fait, la police va se maintenir à ce coût-là si vous ne le touchez pas. Et ce, de façon garantie, car j'ai pris le placement à 1% dans ce cas-ci. De façon garantie jusqu'à l'âge de 41 ans de l'enfant. Je résume rapidement. Ce qu'on veut, c'est de couvrir nos enfants pour un capital qui est quand même assez intéressant, leur donner un futur assurable et les couvrir en cas de maladie grave le moins cher possible, donc à peu près 12 ou 13 dollars par mois pour les jusqu'à l'âge de 41 ans de la cliente. Je ne pense pas que vous puissiez trouver un produit aussi complet à un prix qui est aussi raisonnable. Le deuxième cas, supposons que vous aviez un client que vous aviez rencontré au départ, vous lui avez vendu une T10 parce qu'au départ, bon, son budget était limité, son besoin était important, etc., etc. Mais vous arrivez quasiment au renouvellement. Vous avez plusieurs options. Vous n'avez pas de programme d'échange. En passant chez SSQ sur les nouvelles Tempo Plus, on a un super bon programme d'échange que on se fera un plaisir de vous expliquer si vous nous contactez. Mais grosso modo, pas de programme d'échange. Donc, l'option pour le client, c'est d'aller chercher un nouveau contrat. La seule chose, c'est que, bon, s'il a eu quelques problèmes médicaux ou non médicaux, ça peut être n'importe quoi. On sait très bien, des jeunes clients, des fois, ont tendance à se trouver invincibles, puis font toutes sortes de folies. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il est assurable? Est-ce qu'il va y avoir une surprime? Peut-être qu'il va être différé ou autre chose. Renouveler, ouais, ça va être assez coûteux. Donc, l'option avec SSQ, c'est qu'on peut convertir notre temporaire. Donc, on avait une T10, je vais pouvoir la convertir vers une VU TRA, donc temporaire renouvelable annuellement, et je vais niveler la prime sur la période que je veux. Mettons que le client a pris, à partir du moment où je veux aller chercher cette nouvelle police-là, a besoin d'un 25 ans de police avec une prime qui est nivelée et garantie. Qu'est-ce que ça donne? Donc, dans ce cas-ci, un client qui avait 500 000, je convertis sa T10 de 500 000 en VU TRA. Donc là, c'est une conversion, c'est une transformation complète qui fait en sorte que déjà de votre côté, c'est un commissionnement complet. Du côté du client, aucune preuve à fournir médicale. Et c'est garanti, bien entendu. Donc, son 500 000, sa prime minimum est de 65, mais dans ce cas-ci, on mettrait 70 dollars par mois. Qu'est-ce que ça fait, ce 70 dollars par mois? Ça fait en sorte que si on la maintient de façon garantie, là encore, vous voyez que je n'ai pas été dans les placements. Pourquoi? Parce que je suis proche de la prime minimum. Les techniques, de la façon avec laquelle on travaille les dossiers, je vous dirais qu'on va se donner un plaisir, mon équipe et moi, de vous aider quand vous avez à travailler des dossiers et de vous diriger comment est-ce que ça serait mieux d'investir ou pas investir dans des placements. C'est quoi la prime que je dois choisir? C'est quoi le capital? Est-ce que c'est du croissant ou du nivelé? Ça nous fera plaisir de vous aider là-dedans. Donc,
qu'on voit, c'est que la police tient le coup jusqu'à la fin de la 24e année. Donc, on peut parler subjectivement d'une temporaire 25 ans. Et la caractéristique supplémentaire, c'est qu'il y a des valeurs. Mettons que notre client, justement, il a son contrat avec SSQ, puis on est dans la situation comme celle qu'on vit aujourd'hui de la COVID, il n'est pas en mesure de payer sa prime. Qu'est-ce qu'on fait? Une temporaire régulière, oui, on s'entend que certaines compagnies comme SSQ, on a donné des programmes d'aide aux clients pour faire des pauses primes pendant cette période particulière, mais mettons qu'on n'avait pas ça. Mettons qu'il perd son emploi sur notre client. Il n'est pas capable de payer sa prime. Une temporaire régulière après un délai de 30 jours, terminé, fini. Donc, on repart à zéro. Est-ce qu'on est assurable? Donc, toutes les questions qu'on s'est posées un peu plus tôt. Sinon, la vie universelle, je suis à la 10e année, j'ai 1 500 $ de façon garantie. Donc, j'ai moins 1% garantie, donc j'ai 1 500 $ de disponible. Je vais pouvoir payer une couple de mois avec ça, me donner le temps de respirer, le temps de repartir financièrement et pouvoir à ce moment-là relancer ma police et mes paiements. Maintenant, on va parler d'un transfert successoral de société. Là, on va parler d'un cas où on parle de capitalisation. Client, oui, le besoin d'assurance est important, mais en même temps, il veut que son assurance soit croissante à long terme, qu'elle soit flexible et il veut capitaliser parce que ça peut être pour plusieurs besoins. C'est un rachat de parts, des dettes à moyen long terme. Ça peut être par rapport à l'impôt à plus tard. Mais là, je vous dirais, compte tenu de l'âge de client qui a 40 ans, très souvent, on va parler de dette puis de rachat de parts. Donc, puis là, le client est prêt quand même à investir 25 000 $ dans sa police. Dans ce cas-ci, je suis loin de ma prime minimum, donc je me permets d'aller dans un placement et j'utilise un rendement de 3,5 %. Puis le client paye sa prime jusqu'à l'âge de 65 ans. Après ça, il est libéré, il ne paye plus de prime. Dans cette situation aussi, le client est déclaré invalide à l'âge de 55 ans. Il a besoin de 100 000 $. Et ce qu'on veut, c'est que la police puisse le suivre, même à travers tout ça, à long terme, pour pouvoir avoir un héritage pour les bénéficiaires ou pour aller pallier à la facture fiscale générée par les gains en capitaux ou autres. Donc, dans ce cas-ci, mon homme de 40 ans a un besoin de 1 million, puis on investit notre 25 000 comme ce qu'on a vu. Comme on peut voir, on a investi 25 000 jusqu'à l'âge de 65 ans. Le rendement utilisé est de 3,5. Il tombe invalide après 30 jours. Il a possibilité d'aller retirer 100 000 $ libres d'impôts. Donc, ça lui permet à ce moment-là de maintenir ses opérations pour un remplacement. Ça peut aussi l'aider à par exemple, un client qui a des fournisseurs, il y a des factures, qui sont rentrées, etc. Puis là, il n'est pas capable nécessairement de produire. Ça peut aider les factures de fournisseurs. Ça peut aider à dédommager des clients pour les maintenir en termes de fidélité. Quand on parle d'un entrepreneur, quand on est invalide, l'assurance salaire sert à remplacer notre revenu. Par contre, la perte financière qui peut ressortir au niveau de l'entreprise peut être pas mal plus importante. Donc, c'est pour ça que l'avantage du privilège d'invalidité est extrêmement pertinent dans ce contrat-là. Et si on voit à long terme, on voit quand même que la police continue à fructifier. Il décède à l'âge de 85 ans. C'est 2,4 millions de dollars qui seraient à ce moment-là versés par la succession, dépendamment. Donc, dans ce cas-ci, la police est structurée dans la compagnie de gestion très généralement. Donc, il faudrait regarder, mais habituellement, à 85 ans, dans les contrats des SSQ, pour un client de 40 ans, le coût de base rajusté est à zéro. Je veux dire que la totalité du montant d'assurance qui va être versé dans la compagnie va pouvoir sortir libre d'impôt par le compte de dividende en capital. Un autre cas, transfert successoral. Là, on arrive à une famille, bon, donc la madame, monsieur, supposons, est décédé, puis il reste madame, elle a reçu pas mal d'actifs qui, normalement, devaient générer du gain en capital au décès de monsieur, mais qu'au deuxième décès, là, ça commence à se corser. La facture fiscale au deuxième décès va s'impliquer au niveau de la succession. Donc là, la succession se rassemble tout de suite, puis ils disent, bon, on va prendre en charge tout de suite la situation. Donc,
le besoin actuel, puis on fait tout de suite un gel successoral. Donc, ma facture aujourd'hui fiscale est de 600 000 $. Ce que je veux, c'est d'aller sur le marché et trouver la prime la moins chère possible pour madame qui a besoin de 600 000. Puis, bien entendu, à cet âge-là, on ne va plus aller dans des placements non garantis. On va dans du 100% garanti. Et dans cette situation, je vais même un peu plus loin. On dit que madame a un diagnostic d'une maladie dégénérative à partir de l'âge de 80. Puis je vais vous montrer où est-ce que je veux m'en aller avec ça. Donc, premier réflexe en tant que courtier que je vais faire, je vais aller sur LifeGuide. Parfait. Donc, une police de 600 000, donne-moi toutes les options qui sont disponibles sur le marché. Vous voyez qu'on arrive en première position, c'est la vie universelle TRA avec on appelle un nivellement de primes jusqu'à 100 ans, et je vais vous l'expliquer. Le deuxième produit qui arrive à 2 000 $ de différence, c'est Vitalité. Donc, on sait comment ça fonctionne. Puis, par la suite, il y a d'autres possibilités. Et ce qu'on veut, pour répondre à la commande du client, c'est 600 000 de capital d'assurance vie le moins cher possible. Comment on fait ça? C'est que pour une dame de 73 ans, pour pouvoir niveler la prime de façon garantie, c'est qu'on va prendre une prime qui est plus haute, qui est de 21 116 $, qui va nous permettre à ce moment-là d'avoir suffisamment d'équité dans le contrat pour niveler la prime à 21 000 jusqu'à l'âge de 100 ans. À l'âge de 100 ans, le contrat est libéré. Tout ça, bien entendu, avec un taux de 1% minimum sur mon CPG 10 ans garanti. Donc, ce qu'on fait, on nivelle notre prime de façon garantie jusqu'à l'âge de 100. Maintenant, madame a eu le diagnostic d'une maladie dégénérative à l'âge de 80. Donc, le médecin nous dit, malheureusement, il lui reste 3-4 ans, gros maximum, ou 2 ans. La beauté avec la VU versus une T100 régulière, c'est qu'après la 7e année, au moment du diagnostic, j'ai déjà pour 101 000 $ de valeur de fonds. Si j'arrête tout de suite de payer, mon 600 000 va tenir le coup 6 ans de plus. Donc, on financerait le coût d'assurance avec l'accumulation de fonds qu'on a fait pendant les 7 premières années. C'est quand même assez unique. On vient à ce moment-là donner un service énorme aux clients dans le sens où, au lieu de continuer à payer sur une autre police régulière, parce que aussi longtemps que la cliente n'est pas décédée, il n'y a pas nécessairement suffisamment de valeur pour libérer le contrat. Surtout les polices participantes, les premières années, ce n'est pas là où les valeurs vont exploser, c'est par la suite. Là, vous avez cet avantage-là de dire, regardez, il y a eu le diagnostic, il lui reste 2 ans à vivre, on peut arrêter de payer, je suis confiant que la police tient le coup au-delà de 6 ans. Miracle, supposons madame survit au-delà de 6 ans. Ce n'est pas encore trop tard. De toute façon, on a gagné un peu plus de 6 ans de prime. On va pouvoir réinvestir dans la police et la maintenir en vigueur. 5e étude de cas, VE ou VU, besoin corpo. Là, on a un homme de 60 ans. Là encore, on a un budget de 25 000. Sur une période de 20 ans, on veut la meilleure valeur au niveau successoral, donc le meilleur transfert successoral possible. Puis, la participante avec qui je me suis comparé, dans ce cas-ci, j'aurais pu choisir n'importe laquelle, mais dans ces cas-ci, cet âge-là était celle qui était la plus performante et j'ai utilisé les participations actuelles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris prime pour prime, 25 000, 25 000, sur un payable 20 ans pour un homme de 60 ans, qu'est-ce que je peux avoir? Donc, si je compare les valeurs des rachats des deux compagnies, on voit que c'est quasiment comparable. Des fois, ce qui est en vert, c'est SSQ, ce qui est en bleu, c'est l'autre compagnie. Des fois, le bleu dépasse le vert. Et dans ce contexte ici, ce qui était important surtout pour le client, c'était l'assurance vie ou le transfert successoral. Donc, dollar pour dollar investi, ce que je voulais, c'est avoir le plus d'assurance pour ma succession. Et on le voit concrètement. Mon 25 000 $ de prime
m'a permis, dès le départ, d'aller choisir 750 000 de capital au lieu de 500 000 auprès de la participante. Et ce montant d'assurance vie va continuer à croître sans jamais diminuer par rapport à celui de la participante. Quand on parle d'un contexte qui est corporatif, il est extrêmement important quand vous validez les besoins de vos clients de valider le coût de base rajusté de la police pour savoir quel montant qui va passer par le compte de dividendes en capital. Une police performante ou en corporatif est une police qui va verser le plus de montants possible dans le compte de dividendes en capital. C'est le montant qui va pouvoir sortir libre d'impôt à la succession. Puis là, on voit tout de même une différence quand même assez intéressante au niveau du compte en dividendes en capital entre les deux polices, dollar pour dollar investi. Puis, si on prend justement tout ça et qu'on veut convaincre notre client d'aller investir ce 25 000 $ dans une assurance vie versus de le garder dans son placement à l'intérieur de sa compagnie. Parce que des fois, le client il va dire, ben non, moi je ne vais pas mettre 25 000 $ dans ma police, je garde ça dans mes placements, c'est plus intéressant. Donc, le graphique ici, ce qui explique, c'est quoi les avantages de l'un ou de l'autre au niveau d'une corporation pendant le vivant. Donc, tout ce qui est à gauche, c'est pendant le vivant. Puis à droite, c'est après le décès. Au niveau de l'approche traditionnelle de placement, je prends 25 000, je place ça dans des placements corporatifs. L'investissement, le placement lui-même, peut générer de l'impôt annuel sur le revenu, tout ce qui est intérêts, dividendes et gains en capital réalisés. Si le client doit aller chercher de l'argent, ben, il va y avoir une disposition qui peut engendrer du gain ou des pertes en capital. Mais c'est au moment du décès où ça se passe le plus. Au moment du décès, c'est une disposition qui va se faire. Donc, oui, il y a le premier impôt qui va se faire sur le gain en capital et tous les gains qui n'ont pas été imposés au départ. Puis, deuxième impôt, c'est quand la succession va le sortir de la compagnie sous forme de dividendes. Donc, minimalement 2 impositions. Donc, ce qu'on propose au client, au lieu de garder tout son argent dans les placements, on lui dit, ben, on va venir et prendre juste une portion, la mettre en assurance. C'est un autre investissement pour la succession. Donc, la croissance de l'assurance est à l'abri de l'impôt. Le montant d'assurance qui est versé à la compagnie est libre d'impôt. On peut accéder aux valeurs de plusieurs façons. Prêt sur police, retrait, qui peuvent engendrer une imposition pour les prêts sur police et retrait selon le coût de base rajusté. Par contre, si je retire, si mon coût de base rajusté est utilisé, ce qui veut dire qu'il va diminuer, donc au moment du décès, le coût de base ajusté diminue, j'ai une plus grosse proportion du montant d'assurance vie qui va aller dans le compte de dividendes en capital, donc plus d'argent libre d'impôt à la succession. Puis finalement, on peut faire un collatéral. Au moment du décès, le montant est payé franchise d'impôt à l'intérieur de la compagnie. La portion d'impôt est très faible. Ici, ce graphique-là l'explique très clairement. On a investi 514 000 en tout avec SSQ, donc 25 000 jusqu'à sur une période de 20 ans. Au moment du décès, la succession toucherait 1 542 246 $ net d'impôts. Si on compare le même 514 000, si je l'avais investi, dans ce cas-ci, j'avais utilisé quand même un placement qui était de croissance à 80% en gain en capital et 20% en intérêts et dividendes avec un rendement moyen de 6,5. Donc, ton 514 000, tu l'investis sur 20 ans à ce rendement moyen, ça te donne à l'intérieur de la compagnie avant impôt 1 200 000, mais net à la succession, donc je sors mes dividendes, je paye tous mes impôts, c'est 740 000. On parle de la moitié, sachant qu'on a investi exactement la même affaire. Donc, pour un transfert successoral fiscalement avantageux, l'assurance vie fait un travail phénoménal au niveau corporatif. Puis, on a fait le même exemple, mais cette fois-ci avec la participante. Donc, oui, on a mis, parce qu'il y avait une différence de quelques dollars. Donc, chez SSQ, c'était 514 000. La participante, on a investi 515 000 avec les participations actuelles. Ben, ça donne 933 000. SSQ donnait 1,5 million. C'est la croissance qu'on a vue tout à l'heure. Surtout, on a vu le CDC qui était pas mal plus intéressant. Mais malgré tout, oui, ça reste plus intéressant que le placement.
Mais la VU, dans ce contexte-là, on ressort de façon très, très gagnante. Il me reste 2 minutes avant la fin de la présentation. Rapidement, au niveau du logiciel, on a des outils assez intéressants au niveau des concepts de vente, que ce soit pour la préservation du patrimoine, genre j'ai un terrain, un immeuble à revenus, j'ai des actions d'une compagnie, j'ai toutes sortes de besoins, pas de besoins, mais de biens, pardon, d'actifs qui génèrent du gain en capital au moment du décès, etc. Et je veux savoir c'est quoi la facture fiscale et comment est-ce qu'elle va évoluer à travers le temps. On a un simulateur assez intéressant là-dessus. Aussi, on a la protection successorale de société qui permet de faire un peu ce que je viens de faire, de comparer l'assurance vie à un placement corporatif et comment chacun des deux en ressort dans chacune des circonstances. Il y a aussi toutes sortes de documentation en PDF dans le logiciel qui explique c'est quoi la vie universelle. La suite des étapes, ce que je vous invite concrètement à faire, c'est premièrement de garder un œil ouvert sur la VU. C'est un produit, comme on l'a vu, qui est extrêmement flexible et complet. Vous avez une équipe complète qui est dédiée chez SSQ, que ce soit de directeurs ou d'associés aux ventes, qui vont pouvoir vous aider à faire vos illustrations. Et le conseil principal que je peux vous donner, c'est comparer. Prenez le temps de faire une validation de comparaison. Vous savez, l'outil un peu plus haut que je vous ai montré ici, qui vient comparer le compte de dividende en capital, l'évolution en termes de capital, c'est un outil qui est dynamique et qu'on a tous accès, auquel on a tous accès. On va pouvoir vous aider à illustrer. Vous avez un cas concret, vous êtes plus penché vers la participante ou une autre VU, mettons, ou un autre produit, peu importe, et vous voulez savoir c'est quoi le meilleur choix pour votre client, n'hésitez pas. On va être là pour vous le montrer, ça nous fera vraiment plaisir et ça vous permettra à ce moment-là de présenter au client un document complet qui démontre que vous avez été faire l'exercice de toutes les possibilités qu'il y a sur le marché et c'est quoi la possibilité qui ressort gagnante par rapport à son besoin qui est particulier. Finalement, rapidement, SSQ, un plan mérite, c'est en fait un programme de socio-bonification. Plusieurs d'entre vous le connaissent. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'au bout de l'année, au 31 décembre, on calcule toutes les commissions nettes de première année que vous avez fait, tous les dollars en fonds distincts que vous avez fait avec SSQ. Et à ce moment-là, on calcule une bonification. Si vous avez des questions là-dessus, ça nous fera plaisir de vous l'expliquer plus en détail. Je vous remercie infiniment de votre attention ce matin, puis il nous fera vraiment plaisir de répondre à vos questions. Sinon, contactez vos directeurs de compte chez SSQ ou vos associés aux ventes. Il nous fera plaisir de vous aider, que ce soit dans des illustrations ou pour répondre à n'importe lesquelles de vos questions. Prenez bien soin de vous. Il commence à faire beau. On attend une journée de 32-33 degrés. Prenez soin et gardez une distance de 2 mètres. Puis en espérant, vous espérant un été très favorable et profitez bien. Merci, une bonne journée à vous.